Cependant, entre les pays de l'UE et les États-Unis, il y a plusieurs divergences. Par exemple, la construction du gazoduc Nord Stream 2, qui doit doubler la capacité de livraison de gaz russe à l'Allemagne. Les États-Unis, eux, s'opposent activement à ce projet. Ils sont soutenus par la Pologne et les pays baltes, tandis que certains pensent que de telles initiatives pourraient bien servir de moyen à la reconquête de l'indépendance de l'Europe. Vous imaginez la capacité des gazoducs russes. C'est 2 fois 55 milliards de mètres cubes pour Nord Stream 1 et 2. C'est de mémoire 30 milliards de mètres cubes qui vont arriver par Turkish Stream, plus le gaz liquéfié qui plaît tellement aux Américains, etc. Aujourd'hui, les deux principaux fournisseurs de l'Europe, c'est le Qatar et la Russie. Donc, de toute manière, il n'y a pas d'alternative au gaz russe. Dans des pays qui veulent en plus renoncer à l'énergie nucléaire. On en donne trop d'importance, je trouve, aujourd'hui à ces projets économiques, énergétiques, etc. Regardez, si on prend un exemple très simple, la Russie avait gardé des rapports énergétiques avec l'Ukraine après 1991. Ça n'a pas empêché la révolution 2004, la révolution orange, ça n'a pas empêché le Maïdan. Donc, si vous voulez, il peut y avoir une instrumentalisation dans le discours politique international, comme on le voit pour Nord Stream 2, mais très concrètement, ça ne va pas changer grand-chose en termes de géopolitique. Ça pose quelques difficultés effectivement aux États-Unis qui ont envie de gagner un marché, mais ça c'est une question de concurrence économique. Or, justement, pour remporter ce marché énergétique en Europe, ils utilisent le politique pour gagner l'économique. Donc, il est important de comprendre qu'il ne faut pas renverser les choses. Ce n'est pas parce que vous mettez en place un projet économique que vous allez gagner politiquement. Si vous gagnez et vous forcez politiquement, vous allez pouvoir mettre en place des projets économiques. Et là, il me semble qu'au sujet de Nord Stream 2, surtout du côté du discours russe, il y a en quelque sorte une inversion de l'appréhension des choses. C'est en augmentant la dimension politique qu'ils peuvent faire passer ce projet. Mais de toute manière, pour être très clair, à partir du moment où si ce projet va être réalisé, il perdra dans ce cas-là toute dimension politique et tout intérêt, puisqu'il aura été réalisé, donc il ne rentrera plus dans le discours global. Donc ça ne deviendra même plus un enjeu. C'est les rapports de force et le politique domine et va permettre d'occuper le territoire. L'Ukraine ne représente pas seulement un intérêt stratégique pour l'Occident. Le PIB ukrainien a vu une phase de croissance démarrer en 2016. Mais cela s'est produit principalement en raison de l'intensification du chiffre d'affaires avec les pays d'Europe et les États-Unis. L'Ukraine est également un pays où les membres étrangers des conseils d'administration, privés et publics, peuvent obtenir des revenus faramineux, tandis que le niveau de pauvreté de la population augmente constamment. Une histoire concernant Hunter Biden, le fils du président Joe Biden, est édifiante. En siégeant au conseil d'administration du groupe Burisma, il a gagné en 2014 850 000 $. Il est également lié à un scandale affectant deux présidents américains, l'ancien et l'actuel. Joe Biden est accusé d'avoir obtenu le limogeage d'un procureur ukrainien pour protéger Burisma de poursuites pour corruption. Cela pourrait donc servir de preuve d'ingérence des États-Unis dans les affaires d'un autre pays. Et Trump a tenté de convaincre Zelensky de lui fournir des informations compromettantes sur Biden, qui était alors son rival à l'élection présidentielle. Le fameux Ukraine Gate, qui a servi de prétexte pour engager la procédure de destitution de Trump. L'Ukraine pourrait devenir la prochaine étape du renforcement de l'OTAN en Europe. Le président ukrainien Zelensky a dit que face aux agressions de la Russie, l'Ukraine ne peut pas rester indéfiniment dans la salle d'attente de l'UE et de l'OTAN. Le conflit qui s'est déroulé dans certaines parties des territoires des régions de Donetsk et Lugansk est appelé couramment l'agression russe. Selon le rapport de la mission de surveillance des droits de l'homme des Nations Unies, la barre du nombre des 10 000 victimes a été dépassée au printemps 2017. Le rattachement de la Crimée à la Russie et la délivrance de passeports russes aux résidents des RPD et RPL sont cités comme preuve des intentions prédatrices de la Russie. Il est important de dire que ces territoires de l'Ukraine sont habités par une population russophone. C'est une réaction, ce n'est pas une décision première. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu le Maïdan, si l'armée ukrainienne n'avait pas été envoyée contre l'est du pays,
il n'y aurait pas eu cette crise dans le Donbass, hein, où il y a une forte partie de la population qui est ethniquement russe. Donc si l'Ukraine n'avait pas mené cette politique anti-russe dans le sens culturel, hein, dans le sens du monde russe, en général, la Russie n'aurait pas été amenée au moins à donner une nationalité à des gens qui se retrouvent, je vous rappelle, quand même dans une situation même juridique extrêmement compliquée, puisque c'est la question de l'accès à la justice, c'est la question du paiement des pensions de retraite, pour des gens qui ont travaillé toute leur vie, qui se retrouvent sans rien. Donc, pour éviter que ces personnes aussi soient prises en otage d'un gouvernement qui a une politique nationale assez surprenante, on va dire, si elle est nationale, cette politique, ces derniers temps, la Russie, effectivement, a reconnu la nationalité aux personnes qui voulaient. Elle ne l'a pas imposée, elle a donné la possibilité aux gens qui le voulaient d'acquérir la nationalité russe. Historiquement, ce sont des zones qui ont un passé proche, Ce sont des populations qui ethniquement sont identiques. Donc, en soi, si vous voulez, il y a une logique politique et même humaine, voire humanitaire en l'occurrence. En ce qui concerne la région de Crimée, avant 1954, elle faisait partie de la République socialiste fédérale soviétique de Russie. Le choix du premier secrétaire du comité central du Parti communiste de l'Union soviétique, Nikita Khrouchtchev, de l'attacher à la République socialiste soviétique d'Ukraine a été motivé par la proximité géographique et économique entre la Crimée et l'Ukraine. La crise ukrainienne a approfondi la confrontation entre la Russie et l'Europe. L'UE soutient les sanctions américaines contre la Russie. L'ancien ambassadeur de France à Moscou, Jean de Gliniasti, pense que ces sanctions étouffent peu à peu les relations entre la Russie et l'UE. En 2014, l'Allemagne et la France voulaient se limiter à des sanctions individuelles, mais les restrictions économiques générales leur ont été imposées. En raison de lois d'extraterritorialité américaines et par crainte des interdictions, les entreprises se calent sur la ligne américaine. Bon, déjà, les sanctions ont très peu d'impact sur l'économie russe. Donc en fait, les Russes s'en moquent un petit peu aujourd'hui. Et ne le réclame pas d'ailleurs. Ne le réclame pas parce qu'elle n'a pas envie de lever les siennes. Explique aux agriculteurs russes qui ont investi énormément dans la production que maintenant, bah voilà, il va de nouveau y avoir les produits frais européens ou américains qui vont débarquer. Ça va être compliqué. Heureusement, il y a eu la dévaluation du rouble en même temps en 2014 et 2015. Mais malgré tout, bon. Et d'ailleurs, souvenez-vous, quand la Russie a levé les sanctions contre les produits turcs, c'était un an après que la Turquie se soit excusée vis-à-vis pour la destruction du Sukhoi 24. Donc ça veut dire qu'il y aura forcément une latence. Et ensuite, pour son électorat et pour les élites démocrates, Joe Biden est un vengeur. Parce que eux, ils estiment que Trump était l'allié de Poutine, à tort. Trump s'entendait bien avec Poutine, mais globalement, il a aussi mis des sanctions. Je ne vois pas Joe Biden abandonner les sanctions parce que son électorat et les élites démocrates ne le comprendraient pas. Je pense qu'on peut espérer, mais je dirais qu'à la limite, c'est indifférent que ce soit Joe Biden ou Donald Trump. Pourquoi? Parce que tout d'abord, la politique anti-russe qui est menée par les États-Unis est le fait du Congrès américain. Joe Biden et Donald Trump, après des sanctions, par exemple, contre Nord Stream 2, qui ont fonctionné, qui ont retardé le projet, au total, je pense qu'on fera un an et demi. Ça coûtait de l'argent. Et pourquoi? Parce que de toute manière, ces sanctions étaient prises par le Congrès, elles étaient transparties, c'est-à-dire que les démocrates et les républicains. Donc, la russophobie aux États-Unis ne dépend ni des républicains ni des démocrates. Ensuite, le président peut temporiser, et globalement, quand vous avez plus des 2/3 du Congrès qui prennent des sanctions, les présidents américains doivent faire quelque chose. Donc là, ça, de toute manière, ça ne changera pas. Ensuite, encore une fois, je pense que le problème, c'est que l'Amérique n'a plus les moyens de faire pression sur un pays comme la Russie, ni sur la Chine, ni sur la Russie. Et donc, il faut qu'ils se remettent à faire de la diplomatie. Et c'est peut-être ce qu'est en train de comprendre. L'Europe semble se rendre compte de sa dépendance. D'où vient par exemple la volonté d'Emmanuel Macron de créer un système de défense, l'initiative européenne d'intervention?
quand il y a quelqu'un des pays européens qui se déplace en Ukraine, quelqu'un de l'Union européenne, ça choque moins a priori dans le discours, dans l'image, que lorsque vous avez quelqu'un qui se déplace des États-Unis. Parce que a priori, c'est le voisin, c'est à côté, c'est beaucoup plus normal, même s'il tient exactement le même discours. Mais au niveau de l'image, ça permet de faire passer beaucoup plus facilement les messages sans provoquer trop de réactions de rejet. En ce sens-là, oui, l'Union européenne a un rôle, et les pays européens ont malheureusement, je dirais, un rôle actif, mais ce n'est pas un rôle de décideur, c'est un rôle de metteur, de régisseur à peu près, pour mettre en scène une pièce de théâtre qui est écrite ailleurs. L'Union européenne est un des partenaires principaux des accords de Minsk, document qui devrait rendre possible la résolution pacifique du conflit. La situation se réglera-t-elle sous ce format ? A priori, ça dépend principalement de l'Ukraine et des Ukrainiens. C'est-à-dire que, en tant que tel, sur le plan militaire, je ne pense pas a priori qu'il soit possible de terminer le conflit en Ukraine, pas plus qu'il ne soit a priori, comme ça, abstraitement, possible de mettre encore en vigueur les accords de Minsk, puisque sur le plan géopolitique très large, le conflit ukrainien est un conflit secondaire qui dépend d'un conflit primaire entre le monde atlantiste et, en l'occurrence, visé contre la Russie, parce que ce monde atlantiste devant être global doit occuper tout le territoire. Or, la Russie échappe. Donc, l'Ukraine est en quelque sorte le point faible, parce que ça vient du cœur, donc on touche au cœur pour faire mal et pour blesser, et qui est dirigé contre la Russie. Mais au-delà de ces grandes considérations géopolitiques, il y a des aspects très concrets. L'Ukraine n'a pas à être actuellement, il me semble en tout cas, ni pro-russe ni pro-américaine. Il serait bien qu'elle devienne enfin pro-ukrainienne. C'est-à-dire qu'elle a voulu l'indépendance. L'indépendance n'oblige pas à aller chercher des fonds et des protecteurs à droite ou à gauche, oblige à gouverner son pays dans l'intérêt de sa population. Et en ce sens-là, le premier moyen et le seul facteur qui actuellement, réellement, pourrait mettre un terme au conflit ukrainien, c'est que l'Ukraine redevienne souveraine, parce qu'elle a complètement perdu sa souveraineté, même formelle. Donc, tant que ces dirigeants n'écouteront pas la volonté populaire et donc tant que le peuple ne remettra pas en place ce lien entre lui et ses dirigeants, et sans une intervention populaire forte et réellement populaire cette fois-ci, c'est-à-dire pas financée de l'extérieur, pas avec des petits pains et des petites tentes, dans ce cas-là, ça ne pourra jamais finir puisque la population ukrainienne a perdu le pouvoir sur son propre territoire. Il faut absolument qu'elle le récupère. C'est à mon avis la meilleure façon de pouvoir stabiliser sur place.